Voilà, notre parcours shakespearien continue. J'ai eu le plaisir mardi dernier de vous parler des rapports un peu curieux entre Shakespeare et la France, Shakespeare et les Français, Shakespeare et la scène française, Shakespeare et le théâtre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un sujet largement aussi difficile à aborder, c'est les rapports de Shakespeare et la musique. Alors, si ce sujet est difficile, il est d'autant plus pour des Français. Il est d'autant plus pour des amateurs de théâtre français, et notamment de théâtre classique et néoclassique, puisque l'une des grandes ruptures par rapport au théâtre classique français, c'est précisément non seulement l'hybridité des genres, dont j'ai largement parlé mardi dernier, mais également l'hybridité des formes théâtrales et en particulier le recours presque systématique à la musique de scène dans à peu près tous les genres pratiqués par Shakespeare. Je vais donc vous parler d'une part de l'évolution de la pratique musicale de Shakespeare. J'essaierai ensuite de vous montrer à quel point ces rapports entre deux genres rivaux, le théâtre et la musique, ne vont pas de soi, parce que importer de la musique sur la scène d'un théâtre, c'est aussi créer une sorte de compétition, une sorte de rivalité, la priorité des signes, et on essaiera de voir comment Shakespeare ménage ou transige ou organise cette compétition des arts qui, à la Renaissance, vous le savez, constituait un genre poétique à part entière, parangon. On écrivait des traités entiers pour savoir quel était l'art qui était le plus près de la nature. Léonard de Vinci en a composé un, et d'autres. Et évidemment, le théâtre anglais de la Renaissance, puisque pour moi Shakespeare appartient essentiellement à la Renaissance, le théâtre anglais de la Renaissance s'inscrit dans ces traditions discursives, philosophiques, esthétiques. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que le nombre de références à la musique dans l'œuvre dramatique de Shakespeare est considérable. Ma première thèse était consacrée à ces aspects du discours de Shakespeare. 2000 références en tout. 2000 références, ça veut dire que pratiquement aucune pièce du corpus ne omet la musique comme chant métaphorique, comme objet de discours, ou bien comme objet de commentaire. Et là, c'est là que les choses commencent à se compliquer, puisqu'on observe dans la fréquence et la complexité de ces références à la musique que plus le temps passe, plus ces références sont, on dit, dénotatives. On parle des choses sans faire des allusions, sans faire des métaphores, sans faire des jeux de mots, sans chercher prétexte à plaisanterie. C'est donc qu'on parle d'une musique qui a lieu effectivement sur scène. Et on verra que dans la chronologie de l'œuvre, il y a une date un peu particulière qui est 1600. Donc je vais essayer de vous parler de la musique de scène d'avant 1600 et la musique de scène d'après 1600. On verra pourquoi, on essaiera de comprendre pourquoi cette date représente un moment de bascule dans l'équilibre de la poétique shakespearienne pour la scène. Je dirais une autre chose qui est peut-être une évidence, c'est que Shakespeare écrit à l'époque pour des gens, pour des personnes, c'est-à-dire pour des acteurs. Et évidemment, il utilise, comme Mozart pouvait le faire quand il écrivait pour la clarinette ou la harpe, il utilise les compétences de sa troupe. Si je parle de cette troupe, c'est parce que c'est une troupe professionnelle. Il n'a pas à sa disposition les enfants de Saint-Paul, que les théâtres privés peuvent utiliser à leur gré. Il n'a pas donc des compétences musicales avérées, complète, avec des instrumentistes bien formés, des enfants de chœur qui savent parfaitement le chant. Il a une troupe de professionnels et une quinzaine de personnes au maximum. Dans cette troupe de personnes qu'il faut payer, évidemment, on utilise toutes les compétences. Mais les voix qui peuvent chanter sur scène sont relativement peu nombreuses. Peut-être des voix d'adolescents un peu qualifiées, peut-être un acteur
qui est un peu plus doué en chant que d'autres. En tous les cas, rien à voir avec le théâtre concurrent, car il faut bien parler de concurrence, puisque le théâtre est bien une entreprise commerciale à l'époque. D'ailleurs, si ça n'était pas le cas, pourquoi y aurait-il eu ce qu'on appelle the War of the Theatres, la guerre des théâtres, à laquelle Shakespeare a pris indirectement part. Donc dans cette compétition, dans cette rivalité, Shakespeare n'a pas le beau rôle. Il n'a pas les moyens musicaux qu'ont les théâtres privés, comme par exemple le théâtre des Frères Noirs, le théâtre des Blackfriars, encore moins bien sûr que le théâtre de cour. Le théâtre de cour qui, lui, avec des moyens extrêmement dispendieux, peut faire venir des dizaines de musiciens, des chanteurs, des danseurs, pour un genre qui, autour de 1600, devient un peu la coqueluche de la cour d'Angleterre, c'est le masque de cour. Je dirais peut-être 2 mots du masque de cour, si j'en ai le temps. En tous les cas, il faut bien comprendre que le théâtre privé, le théâtre public, le théâtre de cour, sans parler d'un autre type de théâtre, dont je n'aurai guère le temps de parler, c'est le théâtre universitaire. Le théâtre des Inns of Court à Londres, ou le théâtre des grandes universités, Cambridge, Londres et bien sûr Oxford. Tous ces théâtres sont relativement en compétition, étant donné que c'est le loisir principal des Londoniens et évidemment l'idée du théâtre de Shakespeare, c'est de produire le plus grand nombre de pièces possible, d'attirer le plus grand auditoire possible. Et bien entendu, le rythme des répétitions, le rythme des productions est extrêmement élevé. Dans une seule semaine, par exemple, le théâtre du Globe pouvait proposer 3 ou 4 pièces différentes, avec à chaque fois un public de parfois plusieurs milliers de personnes. Compte tenu que la population de Londres n'est pas immense à l'époque, en 1600, c'est à peu près entre 100 et 200 000 personnes, eh bien, ça veut dire que beaucoup de personnes allant au théâtre, il faut changer l'affiche très souvent. Ça, ce sont les exigences de la représentation. Ce sont les exigences commerciales. On ne peut pas faire venir sur la scène un grand nombre de musiciens professionnels, même si la demande est importante. Et la demande du public est importante, puisque dans les théâtres privés, dans les théâtres universitaires et dans les théâtres de cour, ce théâtre est extrêmement musical. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une culture du théâtre musical dans l'Angleterre élisabéthaine qui fait que le théâtre public, qui est le moins bien doté en musiciens et en chanteurs, doit en quelque sorte faire face. Ça, ce sont les enjeux, si vous voulez, un peu matériels et dont il faut tenir compte. Maintenant, au plan poétique. Au plan poétique, pourquoi est-ce que le théâtre anglais, depuis ses origines, est un théâtre musical ? Shakespeare n'invente rien. Il hérite d'une tradition fort ancienne. Théâtre médiéval, théâtre des moralités, est encore joué sur scène. Et ça aussi, c'est une des grandes différences avec le théâtre français. Car le théâtre classique, lui, a connu une rupture avec le théâtre médiéval. Shakespeare, lui, a pu voir les cycles de Coventry. Il a vu du théâtre médiéval. Et donc, il est dans cette tradition ininterrompue d'un théâtre qui fait la part belle au musical, dans les tropes, des chansons, etc. Il hérite donc de cette tradition et quand il produit ses pièces, il se doit en quelque sorte de préserver cette tradition musicale avec les moyens qu'il a. Les premières pièces qu'il compose sont essentiellement des pièces historiques. J'en ai parlé la dernière fois, ce sont des pièces qui contribuent largement au sentiment national. Shakespeare a en quelque sorte créé non seulement l'idiome, la langue anglaise qui va servir de référence, mais également, il faut bien le dire, il a créé aussi, contribué à créer ce sentiment de Englishness avec toutes les pièces dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire les 2 tétralogies et d'autres. Néanmoins, ce n'est pas dans ces pièces-là qu'on trouve beaucoup de musique. On en trouve un peu, mais pas énormément. Si je prends les 2 tétralogies, par exemple, les 2 tétralogies qui, vous le savez, ont été écrites dans un ordre inverse à la chronologie historique. On pourrait citer, par exemple,
une partie de la première partie d'Henri IV. C'est un moment où les rebelles gallois sont en train de fomenter une révolte contre Bolingbroke. Bon. Et là, Glendower, le mage gallois, organise une espèce de séance musicale au milieu de cette conspiration, donc très improbable. C'est un mage, donc il a le pouvoir de convoquer des esprits. Et on entend tout d'un coup des harpes, évidemment des harpes, puisqu'on est en pays celtique, qui viennent d'un espace indéterminé. Et Lady Mortimer, sa fille, commence à chanter en gallois une chanson qui est immédiatement commentée par des esprits rebelles à la musique. Hotspur, le guerrier, celui pour qui la musique n'a aucune espèce d'intérêt, il n'a d'affection que pour le tambour et les trompettes. Et Hotspur commente donc le chant de Lady Mortimer, qui est lui-même accompagné par des instruments invisibles, et on a là une espèce de triple discours. On a le discours de la magie, avec ces harpes qui viennent d'on ne sait où, sans doute de cette music room qui se trouve au-dessus de la scène. On a Lady Mortimer qui s'efforce de chanter en gallois, c'était dans une langue parfaitement incompréhensible pour une scène anglaise. Et puis on a Hotspur, le guerrier, celui qui tourne en dérision le chant de Lady Mortimer. On voit bien que là, on crée une situation de réception extrêmement complexe dans une pièce historique, pourtant, question de faits d'armes, de batailles, de succession, de royauté, etc. Néanmoins, la musique pose le problème du théâtre, puisque on a des auditeurs, on a aussi une présence invisible et on a des commentaires d'un auditoire sur scène qui opère exactement comme le public pourrait le faire. La musique sur scène, même dans ces pièces précoces, est déjà une sorte de théâtre dans le théâtre. Mais pas seulement une représentation dans la représentation, mais aussi une espèce d'école de la réception. C'est-à-dire qu'on montre comment les spectateurs, auditeurs, peuvent réagir et commenter. Alors ça, c'est un commentaire poétique. Mais moi, la question que je me pose, du point de vue sémiologique, c'est qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on comprend dans une scène aussi complexe? Bien entendu, on aura compris que Glendower a des pouvoirs et qu'il peut convoquer des harpes. Très bien, donc c'est un vrai magicien. Très bien. On a compris que Lady Mortimer est une charmante femme qui peut très bien chanter en gallois. Très bien. Je rappelle au passage d'ailleurs que cette jeune galloise qui chante en gallois n'est pas autre chose qu'un garçon travesti. Bon, cette remarque vaut pour toutes les autres chansons chantées par des rôles féminins. Ce sont toutes des chansons qui sont chantées par des adolescents. La question de la voix se pose. Parce que, au cas où vous l'auriez peut-être pas vraiment remarqué, mais les voix d'hommes, ça mue. Et la mue, ça veut dire le chômage. Pour un acteur garçon, muet, c'est perdre son job. C'est ce que dit Hamlet quand il rencontre cette troupe qui vient jouer à la cour d'Elseneur. Il accuse en quelque sorte le système de fabriquer de futurs chômeurs, puisque ces garçons qui vont muer vont rapidement perdre leur emploi. Bon, ceci pour dire que l'aspect critique de la voix de garçon est examiné sous tous ces aspects dans le théâtre de Shakespeare. Dans Cymbeline, par exemple, la mue, c'est le prétexte pour ne pas prendre son tour de chant. Muet, ça veut dire effectivement passer à l'âge d'homme, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus jouer les rôles de femme, et donc évidemment ne plus être la personne utile dans la troupe de théâtre. Je reviens donc à cette idée donc que le théâtre met en scène un autre art, mais est-ce vraiment pour le mettre à l'honneur? La question de sémiologie que je posais tout à l'heure. Dans cette scène complexe où l'on entend une chanteuse, des harpes qui l'accompagnent, et le commentaire d'un va-t-en-guerre, Hotspur, quelle est la priorité que nous accordons à l'un et à l'autre de ces signes? Eh bien, pour avoir fait l'expérience en tant que spectateur de ce type de compétition sémiotique, je peux vous certifier que c'est la parole qui l'emporte.
dans la plus belle musique qui soit, si ce soir, au cours du concert, l'un de vos voisins commence à vous raconter une blague, vous aurez évidemment une priorité au discours parlé. Et donc, le commentaire de Hotspur, comme dans bien d'autres exemples que je pourrais citer, le commentaire l'emporte sur l'écoute de la musique. Il y a donc citation d'un autre art, mais en même temps, une espèce de captation, non pas de bonne volonté, mais bien une captation d'attention. Je poserai donc la question de la musique sur scène beaucoup plus en termes de rivalité qu'en termes de collaboration, même si, évidemment, au fur et à mesure que Shakespeare manie, pétrit le matériau musical, il va en changer sa pratique. Alors, justement, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est comment, dans une carrière de grand auteur dramatique, à succès, je précise que Shakespeare a eu un très grand succès de son vivant, et qu'on a des preuves évidentes et comptables. Donc, un auteur à succès qui commence sa carrière par des pièces historiques, quelques comédies, et parmi ces comédies, l'une des plus précoces, c'est probablement celle qui contient le plus de références à la musique. C'est The Taming of the Shrew, la mégère apprivoisée. La mégère apprivoisée, c'est l'histoire d'une jeune femme à la langue bien pendue qu'un certain Petruccio va être chargé de dompter. Donc il s'agit véritablement d'une question de langue. Il faut que cette langue soit maîtrisée. Bon. Alors, je vous épargnerai tous les poncifs de l'époque sur la langue féminine. Il se trouve que Caterina est donc une mégère, une shrew, une femme indisciplinée qui refuse la tutelle masculine. Et à la suite d'un certain nombre de sévices, elle finira par le gin et d'autres privations à se laisser un peu dominer. Mais ce qui est important dans cette pièce, en ce qui nous concerne, c'est que c'est la pièce qui contient le plus de références à la musique, plus de 100, et où pas une seule note de musique n'est jouée sur scène. Le seul épisode vraiment musical, enfin il y a 2 épisodes musicaux qui ont lieu sur scène, c'est l'un, alors c'est un peu cruel, parce que jamais je ne ferai ça, c'est l'épisode où Catherine casse un luth sur la tête de son prétendant. Alors le discours est extrêmement drôle, puisque le père de Catherine lui demande, mais alors est-ce que, en anglais évidemment ça fait jeu de mots, est-ce que vous avez réussi à la break her to the lute. Break, ça veut dire la former. Est-ce que vous avez réussi à la former au luth? Et l'autre lui répond, alors break en anglais ça veut dire casser bien sûr, et il lui répond, oui, she broke the lute to me. Et donc il s'est retrouvé comme empalé sur le luth, avec la tête qui sortait comme d'un pilori. Donc on voit bien que là, on est dans du grotesque, n'est-ce pas? On est dans des scènes de carnaval. Ce prof de musique se retrouve au pilori avec un luth autour de la tête. Bien entendu, aucune note de musique n'a jamais pu être produite. Une deuxième scène un peu plus tard, le pauvre Hortensio revient à la charge pour enseigner la cadette, la Bianca, et il essaie de lui enseigner le gamut. Le gamut, c'est le solfège. Gamut. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que la plupart des mots du solfège et de la théorie musicale se prêtent à des jeux de mots admirables, en français comme en anglais. Mais Shakespeare n'a pas laissé une occasion pour ne pas faire de jeux de mots. Et donc, les jeux de mots sur bass, sur tout ce qu'on peut. Ici, en français, on peut faire des jeux de mots sur viol. Quand je raconte que je fais du consort de viol dans mon bureau, évidemment, tout le monde glousse un peu. Le fait est que le vocabulaire musical, pour des raisons un peu curieuses, se prête aux jeux de mots obscènes. Et dans La mégère apprivoisée, le nombre de jeux de mots complexes sur les références musicales fait que, et c'est là mon aveu, toute traduction est impossible. Parce qu'une traduction ne peut pas véritablement suivre l'ensemble de ces jeux de mots complexes. On peut en rendre quelques-uns, mais pas tous. Et ce pauvre Hortensio donc, qui donne des leçons de luth à Bianca,
eh bien, essuie à peu près le même type d'échec. Bon, lui casse pas le luth sur la figure, mais enfin, tout est prétexte à jeu de mots grivois sur le désaccord, sur jar, sur les cordes qui ne vont pas, etc. Bref, sans référence à la musique, pas une seule note de musique. On voit bien qu'au début de sa carrière, Shakespeare utilise le matériau musical, mais uniquement au plan discursif. Ses allusions sont très complexes. Il tient en quelque sorte d'une espèce de polyphonie sémantique. Je vais prendre un autre exemple, peut-être. Une pièce justement autour de 1600, celle où le moment où les choses commencent à tourner. On voit arriver sur scène, je ne sais pas si vous revoyez bien cette scène, c'est Hamlet est en fait espionné par deux de ses amis, dont les initiales en France ne font pas d'ambiguïté. Ils s'appellent Rosencrantz et Guildenstern. Quand on a deux amis dont les initiales font RG, pas étonnant d'être un peu espionné. Et donc ces deux copains d'université sont là mandatés par Claudius pour le surveiller parce que Claudius soupçonne que cette folie est feinte et qu'elle a des arrière-pensées politiques. Bon. Hamlet n'est pas dupe de cette amitié un peu suspecte et il demande à Rosencrantz de jouer un petit air de flûte à bec sur l'instrument qui arrive. En anglais, c'est recorder. L'autre lui répond qu'il ne sait pas jouer de la flûte à bec et Hamlet, dans un très long passage que j'ai malheureusement pas le temps ni de vous citer ni de vous traduire, lui répond que « Ah oui, tu crois qu'il est donc plus facile de mentir que de boucher les trous de mon instrument, etc. » Bon, je passe sous silence l'ensemble des références anales auxquelles il est question, auxquelles il fait allusion pour jouer de la flûte à bec, mais quand vous avez wind, le vent, les fingering, les doigts qui entrent dans les trous, etc., il est évident que ce discours sur un instrument de musique est un discours parfaitement obscène. C'est un discours en double entendre, intégralement. Donc c'est vraiment du contrepoint sémantique. Et Shakespeare s'amuse beaucoup. Il n'y a pas une note de musique. Jamais on entend une note de flûte à bec dans Hamlet. Mais la scène est une scène assez longue et on utilise vraiment tout ce qu'on peut des ressources de la langue, de la polysémie, pour faire jeu de mots. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si vous vous rappelez la suite de Hamlet, et c'est une tragédie, que je sache, c'est une pièce extraordinairement musicale. Lorsque Ophélie est déclarée folle, elle distribue des fleurs à toutes les personnes présentes en faisant des commentaires sur certaines fleurs qui portent des noms plus ou moins obscènes, les doigts d'hommes morts, etc. Bref. Donc en plein délire, elle, et grâce à l'étymologie, elle dit des choses tout à fait peu convenantes pour une scène qui a lieu à la cour. Et elle a sorti cette déclaration ou ces espèces de citations par des tout petits extraits de ballades. Alors, je vais peut-être expliquer un peu le sens de ballade, parce que Shakespeare utilise énormément ce genre. Je dirais même que c'est probablement le genre le plus utilisé dans les musiques de scène de Shakespeare. Vous en entendrez ce soir un certain nombre. D'ailleurs, c'est un genre qui a encore une grande popularité en Angleterre. La ballade, c'est quoi? C'est un air, tune, un air de musique, souvent très facile à se rappeler. Si je vous dis ceci, ta 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 ta, tout le monde va être capable de me dire c'est oui, 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 ou c'est Jacques Brel. Le timbre circule du XVIe siècle au XXe. Il suffit de changer les paroles. Ça peut être Greensleeve, ça peut être Port d'Amsterdam, c'est ce que vous voulez. Mais la ballade, c'est le genre même du cheval de Troie musical. Et ça, c'est extrêmement dangereux, politiquement. Parce que celui qu'on appelle le balladmonger, c'est un terme extrêmement péjoratif.
celui qui vend ses ballades dans les villages, qui circulent comme Autolycus dans le conte d'hiver. Sous le prétexte, quand je dis prétexte, c'est un mot qui ne convient pas, mais sous le pré musical de cet air qui est connu, on peut à peu près dire n'importe quoi d'irrévérencieux, de satirique. D'ailleurs, plusieurs de ces satires attirent bien des ennuis à leurs auteurs, qui finissent à la Tour de Londres. Le balladmonger, c'est quelqu'un dont on se méfie, parce qu'il fait circuler des informations, parfois sensationnelles. Cette femme transformée en poisson parce qu'elle n'a pas voulu accéder aux demandes de tel amant, mais aussi, évidemment, des critiques ouvertes sur des personnages connus de la cour ou d'ailleurs. Autrement dit, la ballade, c'est vraiment l'expression populaire d'une voix parfois dissonante, sous couvert d'une mélodie connue. Le cas de Greensleeves est cité dans Shakespeare, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode de Falstaff. Falstaff est en confrontation avec un juge. Non, c'est pas quelqu'un de très honnête. Et le juge lui dit, mais vous êtes bien enroué aujourd'hui, mon bon. Et Falstaff lui répond, oui, c'est à force d'avoir chanté des psaumes. L'autre lui demande, oui. Et oui, j'ai essayé de mettre le psaume 100 sur l'air de Greensleeves. C'est pour vous dire à quel point cette irrévérence traduit même la problématique de la ballade. Il est évident que Falstaff a eu très peu l'occasion de chanter le psaume 100 sur l'air de Greensleeves. Mais le fait qu'il prétexte être enroué parce qu'il a essayé d'adapter un texte sur une mélodie connue prouve à quel point cette préoccupation, cette espèce de cheval de Troie dont je parlais, est une préoccupation importante. D'ailleurs, les broadsides, les grandes feuilles qu'on vendait, les broadsheet ballads, ne montrent jamais une seule note de musique. On écrit simplement en haut « to the tune of Greensleeves, to the tune of Lighter Love », etc. Ce soir, vous entendrez plusieurs de ces mélodies connues, mais il faut savoir que plusieurs autres discours ont circulé sous couvert de ces mélodies. Shakespeare utilise donc la ballade parce que d'abord c'est un genre populaire, c'est une espèce de connivence culturelle avec son public. Et qui dit connivence culturelle implique un peu l'ironie, parfois. Le propos de Falstaff est évidemment un propos ironique. Quel est le procédé de théâtre qui dépend plus de la connivence culturelle que l'ironie? Donc il s'agit bien effectivement d'entrer dans une forme de communion avec son public, soit que l'acteur chante, soit qu'il ne chante pas, mais qu'il parle de ce qu'il pourrait chanter. Et il y a une autre catégorie à laquelle je m'intéresse un peu depuis quelque temps, c'est cette catégorie d'un texte chanté, mais qui n'est pas véritablement chanté. Vous savez, il y a plusieurs façons au théâtre de faire comprendre qu'un texte n'est pas véritablement du texte discursif. Si je dis aujourd'hui que je suis parmi vous, il suffit que j'accentue légèrement le schéma métrique pour qu'aussitôt il y ait l'idée d'un schéma musical. Et donc, il faudrait examiner sur la scène, mais ça ferait l'objet d'une thèse à venir, essayer d'examiner les différentes strates, les différentes étapes du parler au chanté. On voit dans les éditions modernes des passages qui ont été repérés comme des citations de ballades. Et ça, c'est une des grandes évolutions de l'édition scientifique des 10 dernières années. Des éditions qui autrefois vous mettaient ces textes-là en romain et qui maintenant clairement les indiquent en italique, c'est-à-dire on repérait que le clown, le fool, n'importe qui, ne dit pas un texte, mais il est en train en fait soit de psalmodier, on dit en anglais chant, soit de dire sur un schéma métrique particulier tel ou tel vers, qui repère en réalité une différence, c'est-à-dire un décollage. On s'aperçoit que chanter un texte sur la scène, c'est déjà installer un niveau de fiction différent. Je crois qu'il faut bien avoir conscience que la musique sur la scène,
c'est déjà du théâtre dans le théâtre. Que vous entriez sur scène avec un instrument de musique, comme Ophélie le fait. Vous savez, à un moment, Ophélie, réputée folle donc, je parle de l'édition du quarto, c'est-à-dire une édition qui reprend à peu près exactement la mise en scène originale. Donc, il est bon qu'il y ait des pirates, il est bon qu'il y ait des acteurs qui aient vendu le texte de Shakespeare, parce qu'on a au moins des instantanés de la représentation, qui ne se trouvent pas dans le folio. Donc dans le quarto, on voit dans une indication scénique, Ophélie arrive sur scène, jouant du luth, les cheveux défaits. Alors ça c'est une indication, c'est un trésor pour la mise en scène, puisque les cheveux défaits, pour une femme de la cour, ça signifie soit que c'est une prostituée, soit qu'elle est folle. Donc on a déjà une indication de type sociologique. Mais playing the lute, c'était une inconvenance. Une aristocrate ne jouerait pas en public. Un aristocrate ne se donne pas en spectacle. Je reviendrai sur cette théorie de Sternfeld pour la corriger légèrement. Donc, deux inconvenances, les cheveux défaits jouant du luth. Et voilà, en tout cas, la preuve que cette jeune femme est conduite, qui a perdu son père, etc., est dans un état d'égarement, et que le fait de chanter est en soi le signe même de son aliénation mentale. Il n'y a donc pas besoin de discours, pas besoin d'expliquer, elle est folle. Mais le discours musical, en soi, est déjà une indication de son aliénation. Je reviens sur la petite parenthèse que j'ai faite à propos de la théorie de Sternfeld. Sternfeld a été mon maître, donc j'aurais mauvais jeu de le critiquer. Simplement, cette théorie, pour certains d'entre vous, il a écrit un livre qui s'appelle « La musique dans la tragédie shakespearienne » et où il développe abondamment la thèse selon laquelle des aristocrates ne pouvaient pas jouer en public de la musique et donc que cette ostentation musicale était non seulement de mauvais goût, mais qu'en plus, elle était improbable. Et je voudrais là-dessus vous dire que, historiquement, cette remarque n'est pas entièrement justifiée. D'abord parce que tous les aristocrates anglais, tous, la reine comprise, jouaient de la musique. Pas forcément en concert. La notion de concert n'existait pas à l'époque. Les musiques que nous allons jouer ce soir, les musiques de consort, n'ont jamais été écrites pour être jouées devant un public. Jamais. Ce sont des musiques qui sont faites pour être jouées entre soi, c'est-à-dire autour d'une table, puisque les partitions étaient éditées de telle manière qu'avec un seul texte, tout le monde pouvait lire sa ligne. Et le seul plaisir qu'on avait, c'était, ou le seul déplaisir qu'on avait, c'était de se retrouver toujours entre les mêmes et de jouer ces musiques d'ensemble, mais sur un mode parfaitement égalitaire. J'insiste bien sur ce côté égalitaire, parce que c'est un aspect important de cette musique anglaise. Dans la musique de consort, et dans d'autres genres dont je parlerai un peu plus tard, chacun a une partie aussi agréable, importante, aussi significative que son voisin. La musique de consort est une musique à 4 ou 5, où chacune des parties a son intérêt. Ce n'est pas une mélodie accompagnée. Je parle bien sûr de la musique qui est contemporaine de Shakespeare. Je ne parle pas de ce qui arrivera plus tard avec Purcell et la musique avec basse continue. Et il y a un autre type de musique également qui a une sorte de dimension politique, c'est-à-dire strictement égalitaire. Il y a les dimensions aristocratiques du consort. Toutes les maisons aristocratiques en Angleterre avaient dans une pièce ce qu'on appelle a chest of viols, un grand coffre dans lequel il y avait tout un assortiment de viols. Et au moment où on décidait de faire de la musique, les domestiques, les enfants, les maîtres de maison se mettaient autour d'une table et jouaient. Voilà. On recrutait parfois les domestiques pour leurs compétences musicales. Mais chacun jouait une partie également intéressante. L'autre genre, tout à fait dans l'autre sphère de société, c'est-à-dire the underworld, le monde des tavernes, le monde populaire,
Il y a un autre genre typiquement anglais qui prospère, qui a prospéré jusqu'à nos jours, c'est ce qu'on appelle le catch. Le catch. En français, on dit un canon. Bon. En anglais, on dit a round ou a catch. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'avec un mot comme catch, Shakespeare se saisit de l'occasion pour dire, par exemple, I am a dog at a catch, pour dire qu'on est très compétent pour chanter des canons. Mais si on regarde la facture musicale du canon, on se rend compte qu'il soit à 3, 4 voix, chacun a exactement le même intérêt, la même mélodie, etc. Et qu'est-ce qu'on fait Shakespeare? On chante des canons sur la scène de Shakespeare. On en chante même régulièrement dans des états d'ébriété avancés. Chaque fois que vous avez un canon qui est chanté sur la scène de Shakespeare, c'est que ces chanteurs sont ivres. Voilà. Premier exemple, Twelfth Night. Je vous avais parlé de 1600, cette date bascule. Voilà, on y est. Twelfth Night, le soir des rois, la nuit des rois, c'est une pièce qui se trouve précisément dans cet axe 1600. Et dans une scène domestique, on a le vieux Sir Toby accompagné de celui qui l'escroque doucement, un certain Egg You Cheek, celui qui a mal à la joue, et le bouffon Festé, qui sont en train de boire et de chanter. Alors, il commence par « Oh, Mistress Mine », ça c'est joli, mais après ça dégénère en des canons. Alors, vous dire ce soir que le canon, c'est l'emblème de l'ébriété, évidemment, en français, c'est un peu gênant. Enfin bon, c'est comme ça. Le canon, la forme musicale du canon est l'emblème musical de l'ébriété sur la scène de Shakespeare. Et si on va beaucoup plus tard, c'est-à-dire probablement la pièce la plus tardive écrite par Shakespeare seul, d'autres, la Tempête. Alors dans la Tempête, vous avez une autre scène où 3 ivrognes essaient de chanter, les ban, 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 etc. Ils hurlent, etc. Et bien entendu, ils chantent très faux, mais ils sont tous les 3 sur un pied d'égalité, alors qu'en fait, ils sont en train de rivaliser pour le pouvoir, savoir qui aura le pouvoir, qui va réussir à violer Miranda, qui va s'accaparer les livres de Prospero, etc. Mais enfin, pour l'instant, comme ils sont dans la rébellion, ils sont prétendument unis, ils chantent un canon, et tout d'un coup, ils entendent l'air de ce canon, mais joué juste. Eux chantent comme des casseroles. C'est Ariel, l'esprit, qui joue donc sur une flûte avec l'air du canon, et il se laisse guider par cette musique des airs, comme ça, et se retrouve plongé dans un marécage immonde où ils vont s'engluer et ils vont perdre toute espèce de crédibilité politique. Le fait est que, là encore, on voit bien que la sphère la plus basse, des ivrognes, des rebelles, les calibans, l'esclave, etc., qui fomentent une rébellion, s'expriment sur le mode musical du canon, et que c'est cette espèce de musique surnaturelle d'Ariel qui à la fois les surveille, parce que Ariel c'est quand même aussi l'œil de Prospero, c'est l'agent secret par excellence, et en même temps intervient pour corriger cette espèce de dissonance. Donc voilà des genres musicaux que Shakespeare pratique assez régulièrement. Et l'auditoire élisabétain ne peut pas manquer de les identifier. Ce qui pour nous pourrait être joli, simplement joli, un canon avec voix d'homme, ça peut être assez joli. Ce qu'on va vous faire ce soir, c'est assez charmant. C'est prétendument assez joli. Mais il faut bien comprendre que sur la scène, c'est à peu près tout sauf ça. C'est vraiment l'importation du désordre, de la bacchanale, saturnale, de dissonance. Bref, rien en réalité de très séduisant. Quand Iago, dans Othello, quand Iago fait chanter ce pauvre Cassio sous l'emprise de la boisson, et qu'ils se mettent tous les deux à chanter des canons, tout en buvant aussi. On sait très bien ce qui va devenir. Cassio va, sous l'effet de la boisson, devenir violent, attaquer
civil dans la rue et passer en cour martiale, être désavoué par Othello. D'ailleurs, la suite est également musicale. Vous voyez, Othello, c'est une pièce qu'on appelle souvent une tragédie domestique. Enfin, c'est quand même une histoire de guerre. Et lorsque Cassio se retrouve comme ça mis aux arrêts par son général, la façon qu'il a de vouloir l'amadouer, c'est quoi? Encore une ineptie, un contresens politique. Il envoie des musiciens jouer une aubade sous les fenêtres d'Othello. Alors on ne sait pas exactement, l'indication scénique ne nous dit pas de quel type de musicien il s'agit. Mais les jeux de mots nous renseignent tout à fait clairement. Quand le clown dit aux musiciens « Put your pipes in your bags ». Put your pipes in your bags. Pas besoin d'être un génie du jeu de mots pour comprendre qu'il s'agit de bagpipes. Et quand on sait les connotations de bagpipes, c'est-à-dire la cornemuse, avoir un déjeuner à la cornemuse, ça n'est pas vraiment ce qui peut adoucir les mœurs, y compris d'un général comme Othello. Autrement dit, une musique totalement inappropriée. La cornemuse, c'est la musique du chant de bataille, et c'est surtout la musique de l'ébriété. C'est la musique que Bosch représente comme une musique de l'enfer. Autrement dit, ce pauvre Cassio se compte complètement du mode musical qui conviendrait pour amadouer un peu son chef. On voit bien que là, ici, il y a une distance, il y a une ironie, un décalage. Ces musiciens ne jouent pas une note, d'ailleurs, puisque Peter, le clown qu'on ne voit que dans cette scène, leur dit « Non, non, écoutez, rangez votre affaire, le général ne se soucie pas beaucoup de cette musique-là, enfin, tout en faisant des jeux de mots. » Le fait est qu'on voit là une instance musicale qui est traitée à contresens. Lorsque Juliette a avalé la potion du frère Laurent et qu'elle paraît morte, que son mariage donc se transforme en une cérémonie funéraire. Les musiciens qui étaient conviés pour le mariage se retrouvent évidemment bredouilles. Et là encore, une scène tout à fait curieuse, hein, en anglais on dirait odd, hein, qui sort complètement de l'organisation symétrique des choses. Ces trois musiciens se retrouvent donc confrontés à un bouffon qui leur dit « Non, non, donnez-moi jouer autre chose, jouer donc une pièce qui s'appelle le dump. Dump, c'est une pièce répétitive avec une basse obstinée, mais merry dump. Quand on sait que le dump en anglais, ça signifie un tombeau, une musique qu'on appelle le tombeau, merry dump, ça fait évidemment oxymore. Donc on voit bien que là encore, l'importation de la musique est entièrement ironique. Shakespeare ne fait pas résonner une seule note de musique, mais c'est un prétexte à confronter, à séparer, à distinguer, et donc à créer une sorte à la fois de frustration et en même temps une sorte de choc. Et je vais revenir à cette idée de frustration, parce que l'idée de frustration, c'est une idée qui est essentiellement alimentaire. Et la musique sur la scène est régulièrement dénotée comme un aliment. Alors, plus ou moins doux, plus ou moins amer. On a vu les usages ironiques. Maintenant, je vais essayer de vous parler des usages boulimiques. Parce qu'il y a effectivement une catégorie de personnages sur la scène qui sont, par définition médicale, des boulimiques de musique. Des mélomanes, mais au sens pathologique du terme. Vous connaissez sans doute les premiers vers, au moins les deux premiers, de Twelfth Night. If music be the food of love, give me, etc. Et on arrive à l'idée de surfeit. Surfeit. En anglais, ça veut dire avoir tellement mangé qu'on a envie de vomir. Surfeit, l'excès. Ce Duc Orsino dont il est question est un grand mélancolique. Et le discours sur la mélancolie, quand on l'étudie chez des médecins comme Timothy Bright, plus tard chez d'autres comme Robert Burton, mais le texte de Timothy Bright est plus intéressant parce que
Shakespeare l'a vraisemblablement lu, pratiqué, et l'idée du mélancolique est une idée qui est certes une idée de la Renaissance, mais qui s'incarne particulièrement en Angleterre, aussi bien dans les arts graphiques qu'en poésie, au théâtre et en musique. Dowland, par exemple, le grand musicien de l'époque de Jacques Ier, est quelqu'un qui se décrit lui-même comme un grand mélancolique. Il écrit une pièce, en faisant un jeu de mots latin, Semper dolend, semper dolens. Autrement dit, c'est une posture. Le mélancolique, c'est quelqu'un qui, à la suite d'une lecture d'Aristote, veut assimiler la mélancolie au génie, bien sûr. Mais l'une des composantes du mélancolique, c'est son addiction à la musique. C'est quelqu'un pour qui la musique est un aliment dont il ne peut pas se satisfaire. Le duc Orsino, par exemple, tout au long des scènes, la première, puis l'acte 2, scène 4, etc., ne cesse de vouloir écouter la musique, la même musique, la musique que Fest a jouée la veille, etc. D'ailleurs, Viola, qui est le personnage homme-femme qui va finir par le séduire, se présente elle-même comme quelqu'un qui peut chanter haut et bas. Donc ces questions de voix et de genre sexué sont au cœur du problème de Twelfth Night, puisque vous savez que Viola a un jumeau masculin et que tout se résoudra grâce à cette gémellité. Mais le fait est que Viola, c'est d'abord Viola. Elle a choisi le nom d'un instrument de musique tout de même. Et qui plus est, elle se présente au service du duc Orsino comme quelqu'un qui sait chanter. Et elle se présente effectivement comme un serviteur qui sait faire de la musique. Il se trouve dans la pièce, elle n'en fera pas. Ceci pour dire que le mélancolique, c'est un type théâtral que Shakespeare affectionne en particulier. Et celui qui est peut-être le plus connu d'entre tous, c'est un certain Jacques, dans Comme il vous plaira. Alors ce personnage de Jacques, dont le nom déjà peut faire penser à des choses plus ou moins triviales, je veux parler bien sûr d'un poème contemporain du filleul de la reine qui avait écrit une... Pardon, je ne sais pas si je vais oser vous le dire. Enfin, oui. Bon, il n'y a pas d'enfant ici, ça va. Alors, le filleul de la reine a écrit un poème qui lui a valu d'ailleurs d'être exilé, qui s'appelait The Metamorphosis of Ajax. Je ne traduis pas, mais je vous dis quand même que la métamorphose d'Ajax, qui effectivement sur le papier ressemble à une réécriture du mythe de la guerre de Troie, faite par homophonie, je traduis la métamorphose des chiottes. Jax, c'est la nouvelle invention, c'est la chasse. Donc, on voit bien que ces discours-là, ces discours extrêmement satiriques, Shakespeare en est parfaitement informé. Et on imagine bien que le scandale qu'a pu provoquer le poème du filleul de la reine n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que son personnage, Jakes, qu'il ne faudrait pas prononcer Jakes, soit exactement homophone de cette commodité dont je viens de parler, évidemment, inscrit la mélancolie dans ce discours médical de la digestion qui est tout à fait clair dans le cas de Timothy Bright. Il est assimilé, bien sûr, mélancolie, la bile noire, il n'y a pas besoin de faire de dessin pour comprendre que ce discours médical est associé à la digestion, à une mauvaise digestion. Et Jacques dit, au moment où on chante une chanson sur la chasse dans sa forêt d'Ardennes, I can suck melancholy out of a song as a weasel sucks eggs. Je peux gober la musique d'une chanson comme une belette gobe un œuf. Autrement dit, le discours est évidemment un discours alimentaire. Il a besoin d'écouter de la musique comme on mange, comme on se nourrit. Et ce discours alimentaire est une perversion, bien évidemment, puisque
ça en devient une manie, c'est-à-dire un désir excessif. Ça, c'est une catégorie de personnages que Shakespeare crée. Quand on regarde la source de As You Like It, comme il vous plaira, c'est un roman de Lodge, que Shakespeare suit fidèlement. C'est probablement la source narrative que Shakespeare suit le plus fidèlement de tout le corpus. Mais il invente un personnage, et ce personnage, c'est Jakes. Ce qui veut dire que c'est significatif. Jakes apporte la mélancolie, l'addiction à la musique, et bien sûr, la dérision, puisque ce personnage mélancolique est un personnage qui déverse sur la cour d'Ardenne en exil, eh bien, le même regard satirique qu'on pourrait adresser aux instances du pouvoir actuel, avec le duc Frédéric. On remarquera d'ailleurs, par parenthèse, que ce Jack, qui en permanence dénonce les excès de la poésie lyrique, les hypocrisies de la vie sociale, le fait qu'on tue des pauvres serfs et qu'on les exploite exactement comme à la cour on exploite des domestiques, discours proto-végétarien cela dit. Ce Jacques en question est le seul qui reste en forêt d'Ardenne. Quand tous les autres ont l'occasion de revenir à la cour pour reprendre leurs titres et leurs honneurs, Jacques, lui, décide de rester en plein milieu de ce désert. Le personnage de Jacques est donc une création spécifiquement shakespearienne à partir d'un texte qui est connu, celui du roman de Lodge. Ça, c'est l'année 1600. Et je vous avais promis une sorte de développement axé autour de cette date. C'est aussi la date où, dans la troupe de Shakespeare, un certain William Kemp quitte la troupe. C'était un danseur. Et arrive dans sa troupe quelqu'un qui s'appelle Robert Armin et qui est un grand musicien, très bon chanteur. Et on s'aperçoit qu'à partir de cette date, 1600-1601, eh bien, la profusion de musique ne va cesser de croître sur scène. Les discours complexes auxquels j'ai fait allusion pendant la première partie de mon exposé, ces discours qui sont largement, qui exploitent toutes les polysémies des mots musicaux, disparaissent progressivement pour faire place à de véritables musiques de scène pour, je crois, au moins 3 types de raisons. 1, le public demande de plus en plus de musique. Parce qu'il y a de la compétition, parce que sur les autres scènes, il y a de la musique, et donc on veut de la musique sur le théâtre, dans le théâtre public. Deuxièmement, le personnel de Shakespeare se spécialise. La musique est de plus en plus pratiquée par des cercles amateurs en Angleterre, et ça, c'est un des grands phénomènes sociologiques de l'Angleterre élisabéthaine, c'est la diffusion de la musique pour amateurs, aussi bien dans la littérature, les textes, des traités pour faciliter l'apprentissage de la musique, que dans le développement du répertoire. On en verra quelques aperçus ce soir. Et la troisième raison, c'est aussi que Shakespeare délaisse le genre historique et se tourne de plus en plus vers des formes de comédie dans lesquelles la musique va prendre une part de plus en plus importante, qu'il s'agisse du Soir des Rois, qu'il s'agisse bien sûr du Conte d'hiver, de la Tempête, et même dans ces tragédies, Macbeth excepté, on voit que la musique est présente. Il y a beaucoup de musique dans Hamlet, il y a un peu de musique dans Othello, on entendra la chanson du Saule tout à l'heure, la ballade, Willow Song. Dans King Lear, qui est une très grande tragédie également, la musique n'est pas absente, puisque, encore une fois, dans le quarto, je ne parle pas des chansons du Bouffon. Les chansons du Bouffon, elles peuvent être chantées, elles peuvent être psalmodiées, on n'en sait trop rien. En tous les cas, dans Le Roi Lear, ce sont les viols qui rendent la raison au roi frappé de folie. C'est un traitement
un traitement médical. On voit bien la corrélation musique, médecine, appétit. C'est là une espèce de triangulation conceptuelle dont on n'a absolument pas l'idée de nos jours, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit, quand on veut comprendre la manière dont la facture poétique d'une pièce s'organise. Je vais maintenant peut-être aborder le côté concret, n'est-ce pas, de cette musique de scène, parce que la musique de scène, elle a besoin de chanteurs, elle a besoin d'instrumentistes. De quoi disposait Shakespeare au début de sa carrière? Une trompette, un tambour. C'est ce qui lui sert de musique à la fois extra-dramatique, c'est-à-dire celle qui introduit les pièces, et de musique intra-dramatique, c'est toutes les musiques de bataille, larums, parleys, toutes ces signalétiques très particulières des batailles que les Élisabétains devaient décoder sans qu'on ait besoin de leur dire ça c'est un signal de retraite, ça c'est un signal d'alarme. Donc là encore, grande économie de moyens. On a parlé de Henri V mardi dernier. Évidemment, la signalétique musicale d'une bataille comme Azincourt, elle est implicite. Il n'y a pas un scripteur qui vous annonce que là, le signal musical signifie que les Anglais ont... Non, évidemment. Le signal alarm ou le signal retreat ou le signal parley est immédiatement intelligible. Grande économie de moyens dramatiques. Ça, c'est pour le début de la carrière. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, petit à petit, des musiciens viennent soit du théâtre privé, n'oubliez pas qu'à partir de 1603, 4, 5, etc., Shakespeare est également actionnaire du théâtre des Blackfriars, au centre de Londres, et que ce théâtre-là est très richement doté de musiciens professionnels, qui jouent évidemment les instruments qu'on joue à l'époque, et donc qui peut faire communiquer les deux scènes, le Globe et les Blackfriars. Autre élément de la complexité et de la concurrence, autour de 1600 se développe un genre à la cour qui est le masque de cour. Le masque de cour, c'est un masque absolument fastueux, où des tas de musiciens interviennent. Pour l'un des masques, j'ai le chiffre de 200 musiciens. Imaginez, 200 musiciens, 12 luttes à l'unisson. Personne à l'heure actuelle ne pourrait imaginer de reconstituer un masque jacobéen. Personne. J'ai essayé de le faire il y a quelques années, mais les moyens qu'il faut pour mettre en place un tel dispositif instrumental est impensable. Donc, il faut imaginer qu'à la cour, le masque sollicite, d'une part, des musiciens experts, d'autre part, crée des modèles qu'on essaie d'imiter. Et que fait Shakespeare? Eh bien, dans La Tempête, il importe un masque, un peu cheap, certes, mais un masque, là, au moment des fiançailles de Miranda et Ferdinand. On voit bien que, certes, on ne peut pas reproduire dans le théâtre public les fastes du théâtre royal de Whitehall, mais on le cite, on l'interrompt. Ça reviendrait peut-être trop cher d'insister, mais on voit bien que le masque également est un des dispositifs qu'on essaie d'importer sur la scène. Voilà à peu près les grandes lignes de ce que je voulais vous dire sur le plan historique et théorique. Et puis je voudrais maintenant, grâce à mes amis, vous présenter quelques-uns de ces instruments qui étaient joués sur la scène de Shakespeare et dans des contextes parfois très différents. Est-ce que vous pourriez venir, messieurs, mesdames? Alors d'abord, je vais vous présenter peut-être ces instruments que vous entendrez ce soir en concert. Ceci est une viole de gambe, Val, et le seul personnage qui joue de la viole de gambe dans Shakespeare est un parfait imbécile. Donc ça tombe très bien, j'en suis. C'est le fameux Sir Aguecheek, vous savez, celui qui a mal. Sir Aguecheek, alors en plus de ça, alors l'analogie avec votre serviteur est d'autant plus troublante que he speaks several languages word for word. C'est un grand spécialiste des langues vivantes, ce Sir Aguecheek. C'est un parfait imbécile, il joue de la viole de gambe et il est polyglotte. Merci. Voilà. Autrement dit, vous voyez bien que le discours sur la musique n'est pas forcément un discours très élogieux dans Shakespeare. Alors, un autre instrument, alors je vous avais parlé des flûtes à bec.
Alors, en voici un fagot, là. Alors, Mathieu va vous montrer ce que c'est que le grand-père des flûtes à bec, c'est-à-dire la flûte à bec basse. Ça constitue un consort. Et on joue effectivement de l'ensemble de flûtes à bec à l'époque, comme on joue de l'ensemble de viol. La plupart des instruments de l'époque jouent en famille. On appelle ça évidemment un consort. Et parfois, ces familles se mélangent. Je signale tout de suite que l'expression de broken consort est une expression qui est née au XXe siècle et qui n'a aucune espèce de légitimité historique. Alors ça vous évoque quoi? Parce qu'on va parler maintenant d'éthos, c'est-à-dire de connotation. Chacun des instruments sur la scène élisabéthaine, pas seulement chez Shakespeare, a un lot de connotations très codifiées. On sait exactement, en fonction de l'instrument qui est utilisé, de quel type de situation, d'atmosphère, d'éthos, donc, il est question. Ça, c'est quoi? Le deuil. Mais s'il prend son petit flutio, parce que cet homme est polyvalent, comme évidemment tous les musiciens qui étaient utilisés par Shakespeare, vous pensez bien qu'on ne pouvait pas payer, nous sommes très très riches, nous, vous allez voir 10 instrumentistes ce soir sur scène, mais le pauvre Shakespeare ne pouvait même pas imaginer d'avoir 10 musiciens sur scène. Donc ici, il en avait 2 ou 3, c'était le bout du monde, et chacun de ces musiciens jouait au moins 3 ou 4 instruments. Alors, voici encore un autre membre de la famille. Vous allez comprendre que c'est destiné à tout à fait autre chose pour évoquer un autre type d'atmosphère. C'est la voix de l'enfance, c'est la pureté. Et Hamlet, quand il fait le discours sur la flûte à bec, parle de ce petit instrument qui dit de grandes vérités. C'est l'instrument de la pureté qui est associé bien évidemment à des atmosphères surréelles, surnaturelles dans le cas d'Ariel, dans La Tempête. Bref, vous voyez que parmi les instruments de la même famille, on peut avoir des connotations, des étoiles très différents. Je vais passer maintenant à un autre instrument qui me fascine encore bien davantage et dont les connotations sont beaucoup plus complexes, je crois, à décoder pour un auditoire moderne. Alors Pierre-Alexandre, voilà, ceci est ce qu'on appelle dans le langage de Shakespeare un hautboy. Hautboy, hautbois, c'est bien sûr un mot français. Hautbois, ça veut dire que c'est un bois qui joue haut, c'est-à-dire fort, n'est-ce pas, par opposition aux instruments dits bas. Alors vous allez comprendre pourquoi, et je vais, si tu peux nous jouer quelques notes de ton hautbois, on va essayer de décoder les utilisations que Shakespeare fait du hautbois sur sa scène. Il y en a quelques-uns, et ils sont extrêmement symptomatiques. Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous entendriez ça le soir dans une rue de Londres, ça vous rassure? Moyen. C'est tellement moyen d'ailleurs que les veilleurs, ce qu'on appelle les waits, garde, à Londres, circulent dans les nuits pour signer le couvre-feu avec cet instrument. Autrement dit, il est assez puissant, reconnaissable. Il joue également
sur les champs de bataille. C'est un des instruments qui est utilisé notamment pour l'infanterie. Mais c'est aussi un instrument qui est régulièrement entendu dans le soundscape des Londoniens comme un instrument associé à la nuit. On entend les hautbois par les waits toutes les nuits. Un instrument nocturne donc. Et lorsque, au château de Dunsinane, le roi Duncan arrive et entend le son des hautbois, certes c'est un instrument de la pompe royale, mais en même temps, ce n'est pas la trompette. Et lorsque dans une pièce comme Gorboduc, qui est une tragédie antérieure à Shakespeare, les hautbois sonnent, eh bien, le texte dit très, très clairement que ces hautbois introduisent la dissension sociale, la guerre civile, les troubles. Lorsque dans Antoine et Cléopâtre, on entend des hautbois au-dessous de la scène, les légionnaires romains qui l'entendent décodent parfaitement le signal. Ça vient de dessous la scène, donc ça n'est évidemment pas surnaturel, c'est au contraire démoniaque. Et que ce soit un hautbois qui fasse entendre cette voix démoniaque, ça indique, je cite le légionnaire romain, que Hercule, le protecteur d'Antoine, a abandonné son protégé. Vous voyez, l'économie du moyen. Quelques notes de hautbois sous la scène et on sait que c'en est fini de Antoine. Il n'a plus le soutien de son dieu tutélaire. Alors, après la vision sinistre que nous avons eue du hautbois, je vais vous proposer donc cet instrument étrange et pourtant extrêmement connu, reconnu et utilisé. Alors, ceci est un cornet à bouquin, cornet, et Bruno va nous jouer quelque chose. Ça ressemble à quoi? De loin, si on ferme les yeux. Ça ressemble un peu à un instrument en cuivre. Bon, il n'y a pas un atome de cuivre dans l'instrument, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un bois. Moi, je trouve que ça sonne un peu comme un cuivre, et Mersenne le dit, ça a l'éclat de la trompette et en même temps la douceur de la flûte avec. Première caractéristique, donc, c'est pas un cuivre, mais ça sonne comme un cuivre. Et donc, au théâtre privé, c'est cet instrument-là qui va remplacer la trompette des théâtres publics. Parce que la trompette des théâtres publics, c'est ça en puissance 10. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument qu'on peut jouer à l'intérieur. Bon. Donc, c'est le substitut de la trompette. Vous avez observé d'autre part la virtuosité. C'est un instrument qui peut faire des diminutions, c'est-à-dire des variations extrêmement virtuoses. Et donc, à l'époque, c'est un instrument qui est le concurrent direct du violon. L'instrument disparaîtra plus tard pour des raisons de compétence, parce qu'il y a de moins en moins de cornettistes compétents. Simplement, il est certain que les cornets ont joué dans les pièces de Shakespeare. Et à chaque fois, pour célébrer des entrées royales ou des événements qui sont liés à la pompe de la royauté. Alors, je vais maintenant demander à Cheryl de jouer son instrument qui, lui, est connoté de manière beaucoup plus démotique, je dois vous le dire. Mais il faudrait qu'elle soit en fait bandée parce que régulièrement, le harpiste est aveugle. Oh, sorry.
non. Je connais, je ne trouve pas les notes, c'est tout. Je suis un peu plus que débutant, mais pas beaucoup. Merci chérie. Des fois, je peux prendre pour Glendower parce qu'on fait venir Cheryl et puis il y a Evelyne qui arrive avec une autre harpe. Vous savez, il se passe exactement la même chose que dans la première partie d'Henri IV. C'est les esprits qui arrivent comme ça. La multiplication des harpes. Alors, la harpe, il faut bien comprendre que c'est aussi un instrument qui, lui, est directement identifiable à la ballade. C'est un instrument qui, à l'époque de Shakespeare, a perdu son caractère aristocratique et virtuose. C'est un instrument qui est désormais populaire. On pense bien sûr à Henri VIII, qui avait un harpiste attitré et qui était effectivement quelqu'un de très compétent. Simplement, la harpe, dans sa cote de popularité, est en baisse sensible à la fin du XVIe siècle, et donc il est associé à des formes plus populaires. Chacun des instruments que je vous ai présentés a eu une courbe de popularité et puis une courbe d'oubli. Le cornet, qui a été le grand instrument de la fin du XVIe siècle, est pratiquement absent au siècle suivant à la même période. Au XVIIIe, il a pratiquement disparu. Le luth, que vous entendrez ce soir, est l'instrument roi de la période élisabéthaine. Un siècle et demi plus tard, plus personne ne saura de quoi il s'agit. La viole de gambe, qui est l'instrument aristocratique de l'Angleterre élisabéthaine par excellence, aura elle aussi complètement ou presque complètement disparu au XVIIIe, sauf pour quelques virtuoses qui vont faire des démonstrations en compétition avec le violoncelle. Autrement dit, chacun de ces instruments, il y en aura bien d'autres ce soir, est directement identifiable par sa sociologie. Tel type d'instrument est joué par tel type de personne. Le sistre, par exemple, n'est joué que par des personnages très populaires. Le luth, c'est autre chose. La viole, encore une autre. Les instruments avant, qui sont eux-mêmes très différenciés dans leur ethos. Bref, il faut bien comprendre qu'il y a une codification des instruments et des genres musicaux qui font que l'écriture que Shakespeare fait de la musique est effectivement d'abord paramétrée par la connaissance de ces codes et que d'autre part, j'en reviens à mon propos liminaire, il installe sur la scène un parangon, une compétition entre des formes artistiques